Bonjour à tous et bienvenue pour ce webinaire. Nous allons aujourd'hui traiter le sujet de comment combiner les leviers fiscaux et bancaires pour optimiser le financement de votre innovation. Alors voilà, financer votre innovation, c'est un enjeu une question pardon, que se posent tous les chefs d'entreprise, quelle que soit leur taille et leur secteur d'activité. Alors, quelle information précieuse retenir? Comment en bénéficier? Comment les combiner? Comment être bien accompagné? Quels sont les bons interlocuteurs? Ce sont autant de questions auxquelles ce webinaire vous apportera des réponses claires et pragmatiques pour vous aider à mettre en place l'ensemble de ces dispositifs pour optimiser le financement de votre roadmap de développement et d'innovation. Alors bonjour à tous. Ce webinaire fait partie d'un cycle de webinaires et de séminaires donc ce cycle est co-organisé par les pôles Minalogic et Accélera, dans le but de sensibiliser nos adhérents sur la meilleure démarche de financement, notamment du financement privé. Car vous le savez, en fait, l'innovation s'appuie en grande partie sur des financements publics, des subventions, des avances remboursables, des aides fiscales, mais ces derniers ne permettent pas de financer l'intégralité des projets et encore moins sur le long terme, et donc il faut y associer des financements privés. Donc avec le pôle Accéléra, parce que nos adhérents ont les mêmes problématiques, nous avons construit ensemble un cycle qui couvre différentes problématiques liées au financement privé, et dont celui du jour, qui parle de la façon de combiner ces différentes sources de financement et de se faire accompagner, comment se faire accompagner pour cela. Alors aujourd'hui, vous ne verrez que des personnes de Minalogic, simplement parce qu'une nouvelle personne va être en charge de ces sujets au sein du pôle Accéléra, et donc cette personne va nous rejoindre prochainement et sera à mes côtés lors des prochaines sessions. Donc aujourd'hui, je porte la voix des 2 pôles, à titre exceptionnel, voilà. Alors, on va passer au thème. Voilà, Nathalie? donc voilà comment ce webinaire va se dérouler. Donc, il va s'articuler autour des 4 thèmes que vous avez à l'écran. Le premier thème, avec notre partenaire Letton, comment identifier et mobiliser les dispositifs publics et fiscaux de financement de l'innovation. Ensuite, place au CIC qui nous présentera les soutiens complémentaires que proposent les partenaires bancaires. Ensuite, Carole vous expliquera comment les pôles de compétitivité vous accompagnent dans l'ensemble de ces démarches. Et enfin, nous aurons le témoignage de la société Iten qui nous fera part de son retour d'expérience, société qui a mobilisé l'accompagnement de Minalogic, des leviers fiscaux avec le cabinet Letton et qui est donc cliente du CIC, donc qui a profité des accompagnements bancaires de cette banque. Donc, nous allons démarrer avec Letton sur le thème numéro 1, qui est donc comment identifier et mobiliser les dispositifs publics et fiscaux du financement de l'innovation. Pardon. Nous avons le plaisir d'accueillir Virginie Gabet-Giraud, directrice adjointe conseil du Crédit Impôt Recherche, et Mathieu Larocque, responsable aide et subventions. Virginie, c'est à vous. Bonjour à tous, merci Nathalie pour cette introduction. Donc effectivement, moi je vais vous présenter aujourd'hui les différents leviers fiscaux qui peuvent être activés pour le financement de vos innovations. Le premier point à avoir en tête, c'est que des dispositifs de financement de l'innovation, il en existe beaucoup, ce qui est plutôt une bonne chose en soi. Mais la difficulté quand on se penche un peu dessus, c'est qu'on a souvent l'impression de se retrouver dans une jungle dans laquelle il est parfois difficile de s'orienter. Le premier point à avoir en tête quand on réfléchit à financer son innovation, c'est déjà de se dire qu'en fonction de l'avancement de votre projet, on ne va pas forcément activer les mêmes aides. Il y a des aides qui doivent être activées en amont du lancement du projet. C'est le cas notamment de tout ce qui va être aide et subventions à l'innovation ou à l'investissement industriel.
Il y a des aides dont on peut bénéficier après la réalisation du projet, une fois que les dépenses ont été engagées. Et puis, il y a des choses qui peuvent être faites aussi pour financer vos innovations au fil de l'engagement des dépenses. Donc, le crédit d'impôt recherche, typiquement, c'est un dispositif qui s'active une fois le projet finalisé, mais il y a des possibilités de préfinancer ce crédit d'impôt recherche. Et si on prend l'exemple du statut JEI, par exemple, il vous permet d'avoir un allègement fiscal un allègement de vos charges sociales, sur les salariés qui vont travailler en R&D, et donc c'est une exonération de charges qu'on constate au fil de l'avancement des dépenses. Si on regarde maintenant l'évolution de ces dispositifs au fil des années, il y a un certain nombre de dispositifs qui sont relativement ancrés, comme le crédit d'impôt recherche qui existe depuis plus de 40 ans maintenant. Mais au fil des différentes lois de finances, il va y avoir des évolutions régulières qui sont réalisées sur ces dispositifs. Si on regarde ce qui va se passer pour l'année 2024, au niveau du crédit d'impôt recherche et du crédit d'impôt innovation, on n'a aucune modification. On est vraiment sur des dispositifs qui sont en continuité totale par rapport à ce qu'on avait en 2023. On a un nouveau crédit d'impôt qui apparaît, qui est le crédit d'impôt investissement industrie verte, dont je vous parlerai un peu plus en détail tout de suite après. Le statut jeune entreprise innovante qui a été débattu, il était un temps question de faire apparaître de nouveaux statuts, jeune entreprise innovante et de croissance, jeune entreprise d'innovation et de rupture. Ça n'a pas été validé. Par contre, on aura une nouvelle condition d'éligibilité pour le statut JEI qui permettra d'obtenir un statut si on a entre 5 et 15% des dépenses 5 et 15% des charges de l'entreprise qui sont allouées à des dépenses de R&D, sous réserve de satisfaire à certains indicateurs de performance économique qui restent encore à définir à ce jour. Et vous avez le crédit d'impôt jeux vidéo qui lui aussi est sur un dispositif en continuité, mais qui a été prolongé pour 2 années supplémentaires. Il devait s'arrêter et il sera prolongé jusqu'au 31 décembre 2026. Je vous disais que ces dispositifs faisaient l'objet d'évolutions au fil des lois de finances. Le crédit d'impôt recherche collaborative n'est pas un nouveau crédit d'impôt puisqu'il est apparu en 2022. C'est un dispositif qui est apparu pour faire face pour niveler la suppression du doublement des dépenses de sous-traitance publique qu'on avait précédemment dans le crédit d'impôt recherche. Je voulais vous en reparler aujourd'hui parce que même si c'est pas une actualité de 2024, ça reste un crédit d'impôt qui est relativement intéressant, mais qui est conditionné à la satisfaction d'un certain nombre de critères qui sont pas forcément tous faciles à concilier. Et c'est important de les avoir bien en tête au moment où vous établissez des contrats de collaboration avec vos prestataires si vous souhaitez pouvoir y prétendre. Donc, de manière un peu plus concrète, ce crédit d'impôt recherche collaborative, il va vous permettre de valoriser tout ce qui va être dépenses liées à ces collaborations avec des organismes de recherche et de diffusion des connaissances. Donc là, on parle vraiment d'une liste d'organismes spécifiques qui doivent être agréés SICO, donc qui ont fait cette demande de qualification. Et vous avez, si vous arrivez à répondre à toutes ces contraintes en termes de contrat, vous allez avoir un taux d'option qui variera entre 40 et 50% pour les PME sur le montant de la prestation que vous allez payer à cette ORDC. Donc, les conditions sont les suivantes. Donc, c'est tout contrat qui va être signé à partir du 1er janvier 2022, donc date d'entrée en vigueur de ce dispositif, qui va financer du coup un projet commun entre une société et un organisme de recherche. Et il faut que dans le cadre de ce contrat, on fasse mention d'un partage des risques, que ce soit des risques financiers ou scientifiques, un partage des coûts également, avec un maximum de 90% des coûts qui sont portés par l'organisme de recherche.
un portage des résultats, ça c'est aussi, assez important, une facturation sans marge de la part de l'ORDC et la capacité de l'ORDC à pouvoir, publier ses résultats. Donc ça, c'est un dispositif qui se combine complètement avec le crédit d'impôt recherche et qui permet, de réduire l'impact de la suppression du doublement, de la sous-traitance, publique. Je vous ai parlé également du crédit d'impôt investissement industrie verte, donc qui, pour le coup, est un nouveau dispositif, qui a émergé avec la loi de finances 2024 et qui est une vraie opportunité pour les entreprises qui s'engagent dans la transition énergétique. On parle d'un budget de 3,7 milliards d'euros, d'ici à 2030, donc on est vraiment sur une enveloppe, significative, ce crédit d'impôt, il va permettre de financer, la transition, énergétique et de réindustrialiser la France, pour aller vers une économie, décarbonée. 4 filières sont concernées, par ce crédit d'impôt. On a l'éolien, les batteries, les panneaux solaires et les pompes à chaleur. Donc il faut vraiment s'inscrire dans une de ces 4 thématiques pour pouvoir bénéficier de ce, nouveau crédit d'impôt. De manière plus précise, comment est-ce que ce dispositif, va fonctionner? Déjà pour en bénéficier, et ça c'est très important parce que ça acte, du coup un démarrage, il faut, obtenir un agrément, au préalable de l'initiation, des travaux. Donc là, on est sur un fonctionnement sur ce crédit d'impôt qui fonctionne, de manière assez similaire aux demandes que vous pouvez rencontrer sur des demandes de subventions publiques finalement. Vous allez déposer un dossier en amont qui va être instruit. Donc le délai d'instruction, c'est 3 mois par la Direction générale des finances publiques et par l'ADEME. Si votre dossier est validé, vous allez pouvoir, obtenir en crédit d'impôt, 20 à 40 dans le cas général en fonction du statut de l'entreprise, si vous êtes une grande entreprise ou une TPE, pour financer du coup ces travaux. Avec un plafond qui est quand même relativement significatif, qui est positionné à 150 millions d'euros. Au niveau des activités et des dépenses qui sont éligibles, donc je vous l'ai dit, elles doivent s'inscrire dans une des 4 filières clés que sont, la batterie, l'éolien, les panneaux solaires ou les pompes à chaleur. Et les activités qui sont éligibles sont relatives à la production de cellules, de modules de batterie, la production d'éoliens, de panneaux solaires et de pompes à chaleur, mais également à la production de composants essentiels qui vont être utilisés pour la production de ces équipements, ou aussi à la production et à la valorisation de matières premières critiques nécessaires à la production de ces équipements. Et vous allez pouvoir reprendre dans l'enveloppe qui va être couverte par ce crédit d'impôt toutes les dépenses liées à ce projet qui concernent des investissements, que ce soit des investissements corporels ou incorporels. Au niveau de l'accompagnement que nous proposons à nos clients, sur ces dispositifs fiscaux, on va retrouver, tout le temps les mêmes étapes. C'est-à-dire qu'on va commencer par échanger avec vous sur, la cartographie de vos activités de R&D, essayer d'identifier en fonction des projets, les dispositifs qui seront les plus adaptés, à chacun de vos projets. On va plus loin puisqu'on vous aide et on est à vos côtés pour monter les dossiers. Donc tout ce qui va être identification et qualification précise des projets, en chiffrant de manière détaillée les différents postes de dépenses liés au projet. On va vous aider aussi à réaliser les dossiers techniques de justification de ces déclarations.
Et on aime aussi s'inscrire dans une démarche, à long terme avec nos clients, donc sur des engagements, pluriannuels avec, des bilans de mission réguliers qui sont réalisés pour s'inscrire dans une démarche, d'amélioration continue. Je voulais aussi faire un petit focus, sur, le crédit d'impôt recherche qui est vraiment un des dispositifs, de référence en France, en termes de financement de la R&D. Hem, je vous ai dit ce dispositif-là, il connaîtra pas de modification en 2024. Pour autant, par le biais des différents contrôles que nous on peut rencontrer et sur lesquels on accompagne, nos clients, on se rend compte qu'il y a, un certain nombre d'exigences, qui vont bouger, pardon, d'attentes de l'administration fiscale qui sont différentes et qui sont mises de manière, beaucoup plus importante, sur 4 points en particulier. Le premier, c'est la cohérence du dossier. Votre capacité à, avoir un dossier qui respecte, la trame, au niveau du dossier technique qui est présenté dans le guide CIR. La capacité à fournir des dossiers financiers complets, annexés avec des documents techniques de l'entreprise qui permettent de justifier de la réalité des travaux. Et un point qui est beaucoup challengé également, c'est tout ce qui va être contribution, individuelle, des salariés qui ont été valorisés, sur le projet. La justification du calcul également où, il y a un accent qui est mis notamment sur l'apport de chaque personne sur le projet en termes de quantum, c'est-à-dire le temps qui a été passé par chacun sur les projets, en comparaison du temps total de travail. Un focus aussi sur l'initiative des travaux, quand, on est par exemple dans le cadre de sociétés de services, sur des travaux qui sont réalisés pour le cadre de clients. Bien être en capacité de justifier l'écart entre la commande du client et les travaux de R&D et un focus sur la nature du projet. Là aussi, bien être en capacité de justifier que si c'est un projet qui est mené pour le compte d'un client, toutes les contraintes, techniques, n'avaient pas forcément, trouvé de solution dans le contrat, qui avait été, signé avec le client, mais qui avait vraiment la capacité d'avoir, pour l'entreprise qui réalise les travaux, de vrais apports techniques sur la réalisation du projet. En termes d'exigences supplémentaires aujourd'hui qu'on constate, il y a de manière assez récurrente des rejets qui sont opérés sur, la forme, des justificatifs et des dossiers qui sont remis. Donc au niveau des dossiers techniques, un point qui est très important à avoir en tête, c'est de vraiment être en capacité, au-delà de la synthèse spécifique qui est fournie sur le crédit d'impôt recherche et sur le projet, de justifier de la matérialité des travaux par le biais de documents internes à l'entreprise qui permettent de justifier que les travaux ont été réalisés. Également l'adéquation entre le personnel valorisé et les travaux décrits. Je vous le disais, sur les dépenses de personnel, on demande des suivis des temps qui sont de beaucoup plus précis, au projet, mais pas seulement, c'est-à-dire à la tâche, qu'on sache à quelle étape du projet le temps qui a été valorisé, est alloué. Et il y a un point aussi, important, c'est la qualification des chercheurs et des techniciens, notamment quand on valorise des salariés qui n'ont pas forcément, de diplôme. Sur la sous-traitance, aussi, un point très important, c'est de conserver tous les justificatifs, que ce soit les contrats, les factures, les cahiers des charges ou les livrables, qui permettent de justifier de ce qui a été fait sur ces dépenses de sous-traitance et d'être en mesure de compléter la fiche descriptive qui explique la nature des travaux qui ont été sous-traités et qui ont été confiés à un prestataire.
Et enfin, sur la typologie des travaux valorisés, si le projet est mené partiellement par un client, veillez à conserver les contrats, les avenants des prestations pour pouvoir bien être en mesure de discerner, qui a réalisé exactement les travaux. Et parfois, c'est quelque chose qu'on a constaté, récemment, si on a un projet qui est mené intégralement pour le compte d'un client, il est parfois demandé une autorisation, pour valoriser les travaux dans le cadre du crédit d'impôt recherche. Et je finirai du coup sur cette partie-là. Donc le crédit d'impôt recherche, c'est un dispositif fiscal qui est soumis à contrôle. Nous, on a dans le cadre de notre accompagnement mission, l'accompagnement au contrôle fiscal, pardon, fait partie intégrante de notre accompagnement. Mais on peut aussi être amené parfois à accompagner des clients spécifiquement sur un contrôle parce qu'ils ont déclaré seuls ou accompagnés par un autre prestataire, mais qui ne les accompagne pas forcément sur le contrôle. L'intérêt de se faire accompagner par un cabinet spécialisé sur les contrôles, il est multiple. Déjà, le premier, c'est que, je vous le disais, le dispositif, il reste soumis à interprétation avec une administration fiscale qui va avoir un référentiel qui est plutôt mouvant et en plus qui va avoir tendance à l'appliquer de manière rétroactive aussi, quand on sait qu'on a des contrôles fiscaux qui sont sur plusieurs années consécutives. Le volume d'accompagnement sur des contrôles fiscaux nous permet aussi d'être le plus pertinent possible et le plus au fait des attentes de l'administration fiscale. Et ça nous permet de vous aider à préparer toutes les étapes du contrôle, que ce soit au niveau de la préparation des écrits, mais également pour vous coacher sur la préparation des débats oraux et contradictoires, des rencontres avec l'administration fiscale sur le recours hiérarchique et une coordination aussi avec notre cabinet d'avocats partenaires qui nous permet d'avoir un accompagnement complet sur cette dimension contrôle fiscal. Et je laisse la parole à Mathieu, du coup, qui va vous parler des aides et subventions. Merci Virginie. J'espère que vous m'entendez tous correctement. Donc, comme Virginie a pu vous le présenter, vous avez des dispositifs fiscaux qui permettent justement de financer vos activités de R&D à hauteur de 30%, voire plus dans certains cas. C'est des choses que vous allez faire, on va dire, de façon rétroactive, chaque année sur dépenses écoulées. Moi, je vais vous parler plus des aides directes que vous allez devoir mobiliser en amont de la réalisation des travaux. Alors, de façon synthétique, tout d'abord, quels sont les grands programmes de financement qui font l'actualité et que vous devez avoir en tête quand vous souhaitez faire financer vos projets de recherche et de développement? Alors, je pense que vous avez tous entendu parler de France 2030. C'est un programme qui a été initié en 2021 avec une enveloppe de 50 milliards d'euros, donc un programme majeur mis en place par l'État pour soutenir les entreprises et les centres de recherche dans leur projet d'investissement autour de l'innovation et de la formation. Aujourd'hui, après un peu plus de 2 ans de vie du programme, il y a à peu près 20 milliards d'euros qui ont déjà été mobilisés. Donc, c'est un programme qui fonctionne bien et qui arrive à bien mobiliser finalement les fonds autour de projets innovants. Ça veut aussi dire qu'il reste un peu plus de 30 millions d'euros à mobiliser sur la fin du programme qui devrait arriver autour de 2025. Vous pouvez le voir comme présenté ici, qu'il est organisé autour d'une dizaine d'objectifs et aussi de leviers transverses. Vous voyez des thématiques clés qui reviennent autour du numérique, notamment de la santé, etc. etc. Évidemment, les slides vous seront partagés pour en prendre plus ample connaissance. En termes d'opérateurs, donc quelles sont les entités qui vont mettre en œuvre ou qui mettent en œuvre ce programme? Il faut avoir en tête qu'il y en a 4 à connaître. Il va y avoir BPI France, l'ADEME, l'ANR aussi, plus orienté sur les projets de recherche fondamentale, et la Caisse des dépôts et consignations. Voilà, on va dire les 4 opérateurs auprès desquels vous allez trouver des appels à projets en lien avec ce programme de financement-là. Une des spécificités de France 2030, c'est qu'il est organisé en 2 gros volets. Un volet d'investissement, on va dire, sur le long terme, qui va permettre au centre
de recherche et aux entreprises d'investir dans des travaux menant à des innovations, mais plutôt au long cours. Et il y a un deuxième volet qui est orienté ou qui est organisé autour de ce qu'on appelle des stratégies d'accélération. Donc concrètement, des secteurs stratégiques ont été définis et autour desquels finalement vous allez avoir une coordination des dispositifs de financement. Donc il y a à peu près une vingtaine de secteurs principaux qui vous sont représentés ici. Notamment, vous allez retrouver par exemple le numérique responsable ou encore les télécommunications, le cloud autour du numérique, entre autres. Et donc, autour de chaque secteur, vous allez avoir une déclinaison de dispositifs de financement qui vont, on va dire, être publiés tout au long de la durée de vie du programme. En parallèle on va dire, de ce volet national, de ce programme national, je voulais aussi faire un focus sur finalement la stratégie régionale en Auvergne-Rhône-Alpes. Évidemment, donc les régions ont aussi les moyens de soutenir les entreprises et donc elles ont défini chacune des axes stratégiques d'investissement, donc des secteurs autour desquels elles souhaitent prioriser leur investissement. Donc vous avez un peu plus d'une dizaine d'axes qui ont été définis pour la région Auvergne-Rhône-Alpes. On retrouve l'énergie, la santé, mais également aussi le numérique. Donc ça veut dire que si votre activité, votre entreprise se trouve dans ce secteur-là, vous pouvez savoir d'ores et déjà qu'elle pourra être priorisée en termes on va dire, de financement. Et donc concrètement, comment ça va se représenter en termes de dispositifs de financement? Alors il y a tout un panel de dispositifs qui existent actuellement. Là, j'ai choisi de mettre le focus sur, on va dire, les principaux que vous devez avoir en tête aujourd'hui, qui vont permettre à la fois de faire financer soit votre projet de recherche et développement, mais également de pouvoir aussi faire financer plutôt l'investissement dans l'outil industriel, donc les CAPEX. Alors pourquoi ces quatre-là? Finalement parce que ils sont plutôt génériques, c'est-à-dire peu importe finalement la thématique de votre projet, donc ce sont des dispositifs assez ouverts et donc vous pourrez normalement devriez pouvoir les mobiliser. Donc très rapidement, sur la partie comment financer votre R&D, il y a deux dispositifs à avoir en tête. Donc ce qu'on appelle le France 2030 régionalisé, on va dire c'est la version, le volet régional du plan national, qui est porté à la fois par l'État mais aussi par la région. Le nom du dispositif en tant que tel, il est intitulé Transformation des PME par l'innovation et il va s'adresser à toutes les PME, également aussi les ETI, qui vont avoir un projet de recherche et développement dont le projet aura comme impact un aspect transformant sur l'entreprise. Ça, c'est un point important et c'est la spécificité, on va dire, de ce dispositif-là. Qu'est-ce qu'on entend par un aspect transformant pour l'entreprise? Ça va être finalement de pouvoir diversifier son activité ou son organisation commerciale ou de production, par exemple, au travers de ce projet d'innovation. Voilà, donc en termes de financement mobilisable, on peut aller chercher jusqu'à 500 000 € de financement sur ce dispositif-là, avec des taux d'intervention pouvant aller jusqu'à 50%. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a plusieurs relèves au cours de l'année, donc à peu près tous les 3 mois. Le parallèle au niveau national, ça va être le dispositif IDEMO. Le IDEMO au niveau national va s'intéresser à des projets de R&D portés seuls ou en collaboration, avec des budgets à plus de 4 millions € d'investissement. Donc, on va dire le seuil d'éligibilité est plus élevé. Donc là, on va chercher des programmes plus ambitieux. Et assez rapidement sur la partie investissement, donc les deux dispositifs à avoir en tête, pareil, si on fait le même exercice, à la fois donc sur le côté régional, ça va être le dispositif PAC relocalisation en Auvergne-Rhône-Alpes, qui lui va permettre justement de financer l'investissement dans l'outil industriel. Alors, il y a vraiment des cas ciblés spécifiquement. Donc, il va s'intéresser à tout type d'entreprise, à condition d'avoir un projet qui va porter soit sur de la relocalisation d'activités, soit sur des nouvelles activités industrielles, soit sur des nouvelles implantations, finalement, ou des augmentations capacitaires avec, on va dire, derrière une notion de création d'emplois importante. Et donc pareil, si on essaie de faire l'exercice, quel dispositif au niveau national pour aller faire financer son outil industriel, il y a un dispositif qui est assez connu maintenant, qui s'appelle le dispositif Première Usine,
qui là va permettre de faire financer des projets ambitieux avec des montants d'investissement minimum de 5 millions d'euros. Donc là, pareil, il est ouvert toute l'année avec des dates de relais spécifiques. Là, vous avez le 16 avril, 11 septembre et 14 janvier. Voilà, on va dire à minimum les 4 dispositifs à avoir en tête aujourd'hui si vous voulez faire financer vos projets, que ce soit sur la R&D ou sur l'investissement industriel. Par la suite, je vous ai aussi identifié quelques dispositifs en lien avec les stratégies d'accélération que je vous ai présentées un peu en amont. Je ne vais pas avoir le temps de les balayer tous en détail, mais sachez que voilà, vous voyez sur la santé, vous avez 3 appels à projets qui font l'actualité, à la fois sur la partie R&D ou sur la partie investissement industriel. Sur le numérique, vous en avez 2. Un plutôt orienté réseau télécom 5G, 6G et l'autre sur le numérique responsable. D'accord ? Vous avez à chaque fois les dates butoirs ou les dates de clôture de l'appel à projet qui vous sont représentées. Donc, vous pouvez voir que certains ont une date de clôture assez proche. Donc, n'hésitez pas à vous y intéresser assez rapidement si vous êtes dans ce secteur-là. Sur l'énergie et sur l'eau, vous avez également aussi des appels à projets qui sont ouverts et qui font l'actualité. Et il y a aussi également un qui a été émis récemment, là, c'est le CORAM, autour de la filière automobile. Donc, je ne l'ai pas cité ici, mais il a 2 dates butoirs à avoir en tête. Une date fin février et une autre qui aura lieu en septembre. Donc voilà, pensez, j'espère que ça vous aidera et ça vous donnera un peu de visibilité sur les actualités, on va dire en termes d'opportunités de financement en fonction des filières. Quelques mots sur comment se préparer au mieux finalement quand on candidate à ce genre de dispositif-là, de façon, on va dire, assez transverse sur tout le dispositif de financement dont je vous ai parlé. Ce qui va être évalué, mais ça va être à la fois le porteur du projet, donc l'entreprise, que ce soit seul ou en consortium, et le projet en tant que tel. Donc, on va dire l'objet des travaux. Sur la partie entreprise ou consortium, les points clés à défendre, ça va être essentiellement votre capacité à la fois financière et opérationnelle à mener à bien votre projet. Et aussi, finalement, bien comprendre comment vous êtes positionné sur votre marché et comment, on va dire, quelles sont les connexions que vous avez qui vont vous permettre par la suite de pouvoir valoriser les résultats du projet. Et sur votre projet, finalement, les points clés qui vont être évalués, c'est est-ce que le projet, sa structuration, on va dire, est mature. On a des livrables, des jalons clairement définis, des objectifs clairs et bien précisés. Évidemment, ce qui va être regardé aussi, c'est son niveau d'innovation, en quoi il va se différencier de l'état de l'art, de l'existant. Et aussi, forcément, quel va être son impact, on va dire, au regard des problématiques de la filière adressée. Donc, on va regarder en termes de chiffre d'affaires, de création d'emplois, d'impact environnemental et de bénéfices global pour la filière. Donc, tout ça sont les éléments à avoir en tête lorsqu'on vous candidatez à ce genre de dispositif-là. Et justement, nous, comment on vous accompagne ? On reprend finalement, ça fait un peu le parallèle aux étapes qu'a présenté Virginie sur la partie dispositifs fiscaux. Il y a forcément une première étape où finalement on va comprendre votre projet. Par la suite, on va pouvoir identifier les appels à projets les plus adaptés et on vous accompagne une fois le dispositif, on va dire le plus opportun défini ensemble, sur le montage dossier de demande de financement. Et également par la suite, une fois que le projet est financé, on va dire sur la gestion administrative et financière du projet. Donc, on est tout à fait complémentaire on va dire, aux services que peuvent proposer, on va dire, les pôles de compétitivité, par exemple, à l'image d'Accéléra ou de Minalogie, qui, eux, ont un ancrage territorial très fort autour des thématiques clés, qui sont capables de mobiliser, on va dire, tout un écosystème académique, des entreprises. Donc, ils vont pouvoir vous aider aussi au ciblage des dispositifs. Et nous, on va voir, on va dire, une plus-value encore plus forte sur la partie et complémentaire sur la partie vraiment rédaction du dossier, que je vous présente par la suite. Où finalement on va animer des ateliers pour collecter des informations clés, s'assurer de présenter les éléments, on va dire, de la manière optimale possible pour obtenir le financement. Voilà, donc j'ai essayé de faire le plus bref possible. Évidemment, si vous avez des questions, n'hésitez pas à revenir par la suite. Alors, merci Virginie et Mathieu pour cette présentation très claire, panorama de l'actualité fiscale, des différents guichets qui s'offrent à vous et surtout de l'accompagnement dont vous pouvez bénéficier avec le cabinet Letton, un accompagnement comme on l'a vu en amont, pendant et puis après, notamment en cas de contrôle fiscal. Alors, nous allons passer au thème numéro 2.
avec notre partenaire, le CIC. Donc, thème numéro 2, quel soutien complémentaire proposent les partenaires bancaires et notamment le CIC. Donc, nous avons la chance d'accueillir Yann Gozlan, animateur commercial filière innovation CIC du CIC Lyonnaise de Banque. Yann va nous présenter comment la banque intervient aux différents stades et à différents niveaux. Le financement bancaire, comme la dette classique par exemple, l'investissement en capital, l'accompagnement à l'international, l'accompagnement du dirigeant et également un focus sur les aspects de financement propres à proprement parler, comment la banque analyse le dossier et comment elle intervient, ce qui nous intéresse particulièrement aujourd'hui, en complément des dispositifs publics et des dispositifs fiscaux. Yann, c'est à vous. Merci pour l'introduction et les présentations précédentes. Et effectivement, on vient bien dans la continuité et de l'accompagnement de Minalogic, des pôles de compétitivité dont on est partenaire avec grand plaisir et intérêt commun, bien sûr, vis-à-vis des startups et entreprises innovantes, et puis d'experts tels que l'État sur les différents domaines d'activité. Donc, l'accompagnement des startups et entreprises innovantes par la banque, elle se fait bien, j'allais dire aux côtés, mais vraiment de manière conjointe avec l'ensemble des acteurs de l'écosystème, avec des compétences et des clés de lecture qui nous sont propres. Et c'est ce que je vais vous dérouler pendant je pense, le quart ou les 20 minutes qui vont suivre. Alors, je voulais d'abord m'arrêter quelques instants avec vous sur la différence ou les différences qui peuvent exister entre des banquiers que l'on va qualifier de traditionnels versus les banquiers dits de l'innovation, des chargés d'affaires entreprises innovantes qui existent dans certaines banques, pas dans toutes. Les filières innovation commerciale, elles sont finalement assez jeunes à l'échelle des banques. Et si le CIC ou d'autres acteurs les ont mises en place il y a quelques années en arrière, ce n'est pas le cas partout. Et il y a une vraie différence entre un banquier de l'innovation et un banquier traditionnel, même si chacun, bien sûr, sait lire les dossiers d'entreprise et accompagner sur pas mal de points communs. Mais ces banquiers-là, qu'ils soient de l'innovation ou traditionnelle, ne sont pas des investisseurs, c'est pas du haut de bilan. Il y a des différences, il y a des différences de fonctionnement, des différences d'appréciation, des différences de compétences. Les timings d'intervention ne sont pas les mêmes. La logique d'un investisseur n'est pas la logique d'un prêteur. Un bon dossier au regard d'un fonds d'investissement est souvent un bon dossier au regard d'un prêteur, d'un organisme financier qui fait de la dette, du non dilutif, dont on fait partie. À l'inverse, on peut avoir des fonds d'investissement qui ne suivent pas certaines startups ou entreprises innovantes, mais qui vont être parfaitement éligibles au regard du financement bancaire. Et le dernier cas est celui où le fonds d'investissement estime que le dossier est éligible, mais par contre le prêteur, lui, va estimer que notamment le time to market est peut-être trop éloigné et va pas forcément se positionner. Voilà, je vous donne les clés là de manière très rapide. On va rentrer dans un petit peu plus de détails ensuite. Mais ce que je voudrais dire également avant de passer au slide suivant, c'est que nos modèles économiques entre investisseurs et banquiers sont différents. Un banquier, il va pas raisonner sur une plus-value potentielle par rapport à un investissement tel que le fait le fonds d'investissement. C'est son modèle. On s'inscrit sur du long terme, on s'inscrit dans un cadre de gestion également du chiffre d'affaires, des flux confiés, des différents outils d'accompagnement que l'on peut proposer. Voilà, donc ce sont les trois grands points que je voulais déjà vous décrire rapidement avant de passer à la suite. Alors, sur ce graphe-là, on voit finalement les différentes phases qu'une start-up, entreprise innovante, parcours entre sa naissance, son incubation, parfois avant, la phase de R&D, de faisabilité, de prototypage, le lancement commercial, avant d'arriver à une phase de développement, de maturité qui peut prendre différentes formes ensuite. Et dans les clés de lecture, d'abord, de quelle manière est-ce que la banque finance? Ça va être sûrement un rappel pour certaines personnes présentes, mais je pense que c'est bien de le dire. Il y a différents types de financement en banque. On parle de financement court terme, de financement moyen terme, de financement long
long terme dans certains cas, quelles possibilités? Sur le court terme, pour faire très court, on peut avoir des sessions de créances professionnelles, de la facturage, on peut avoir une session par exemple sur du crédit impôt recherche, notamment quand il est établi par des cabinets experts, ce qui nous permet nous d'avoir une validation de l'assiette sur laquelle on demande de faire une avance de trésorerie sur les quelques mois de règlement d'administration fiscale. Donc le court terme, il est en règle générale adossé à une créance, que ce soit une créance commerciale si vous rentrez en commercialisation. On peut étudier de la facturage France et de la facturage export. C'est intéressant de voir au-delà de la qualité de vos clients le mode de facturation que vous avez. Donc on va creuser tout ça avec nos experts internes de la banque. J'entendais parler tout à l'heure de sous-traitance pour le crédit impôt recherche. C'est un point important également, par exemple pour les lignes de cession de créances professionnelles ou d'affacturage, où les créances mobilisables, c'est-à-dire finançables, elles doivent être issus de travaux réalisés en quasi-totalité par vous et qu'il n'y ait pas trop de sous-traitance pour des notions notamment de propriété sur les créances finales. Les moyens termes, quand on parle de financement de l'innovation, ils sont souvent relativement courts, c'est-à-dire que ce sont des prêts qui ne financent pas forcément que du matériel comme de manière traditionnelle les banques le font, mais peuvent financer également du fonds de roulement, du BFR, des besoins en fonds de roulement. Et donc dans ce cas-là, ce sont très souvent des financements qui sont à 3 ou 4 ans et qui viennent compléter, on va le redire un peu après, mais justement une levée de fonds et des financements que BPI aurait pu octroyer. Aux côtés de qui, c'est comme dit à l'instant, aux côtés des investisseurs, aux côtés des financements et des subventions ou des avances remboursables de BPI, les fonds régionaux européens et surtout un point sur lequel je veux insister, dans le monde de l'innovation, les banquiers ne sont pas ou beaucoup moins concurrents qui ne le sont dans les secteurs traditionnels. Dit autrement, le pool bancaire qu'on va constitué avec les chargés d'affaires entreprises innovantes des différentes banques, et ben il a du sens parce qu'on parle un même langage avec vous, on se côtoie dans le cadre des réunions animées par les French Tech, dans le cadre également des événements qui peuvent être mis en œuvre par les pôles de compétitivité. Et donc ce pool bancaire, peut-être de 2 ou 3 banquiers, va parler ensemble et va permettre de partager la partie non dilutive de la levée de fonds au global, d'une manière très concrète, une articulation qu'on voit souvent. Vous avez 1 million de levées de fonds, après on met des multiples, et vous allez avoir, par exemple, du financement de BPI, peut-être pour 50%, et puis il y a peut-être 200-300 000 euros de dette bancaire qui est sollicité, qui va être partagé souvent en 2 banques ou 3 banques. Après, tout va dépendre du plan de développement que vous avez, et c'est là où on va regarder s'il est justifié d'être seul, d'être à 2 ou d'être à 3, mais on aime bien partager le risque en banque aussi avec on va dire nos alliés des autres secteurs bancaires. Dans les clés d'analyse des dossiers de financement, on va étudier très attentivement l'équipe fondatrice, sa complémentarité en termes de parcours, de compétences. C'est très, très difficile de porter un projet seul et d'être sur tous les fronts, à la fois technologiques, commerciaux, gestion, financement, etc. Donc, quand l'équipe fondatrice est constituée de 2 ou 3 personnes avec déjà des projets qui sont, des compétences et parcours qui sont complémentaires, pour nous, c'est un point extrêmement important. Le projet, bien évidemment, je reviens pas sur les différentes phases de maturité. Le marché, le time to market, en l'occurrence, est pour nous extrêmement important. Le stade d'avancement, je l'ai dit tout à l'heure, je le redis, on va intervenir au moment où les phases de prototypage, d'expérimentation, de pilote sont terminées et au moment où la commercialisation se précise avec un pipe commercial qui est assez qualifié. Les concours, les labellisations également sont des critères que l'on prend vraiment en considération à différentes phases là aussi de développement. C'est certain, quand vous avez une start-up qui est labellisée par un pôle de compétitivité, qui a été lauréate d'iLab ou iNov par exemple, ou qui a bénéficié d'une subvention importante au niveau de l'Europe, et notamment par exemple
sur un projet d'industrialisation, sont des repères, et plus que des repères, des financements qui vont venir bien compléter l'intervention de la banque. Ils sont d'ailleurs plutôt majoritaires et c'est la banque qui complète, pour réexprimer les choses dans le bon ordre. L'accompagnement de la part, encore une fois, d'experts, de la part de compétitivité est pour nous très, très, très important. Les financements déjà obtenus, parce que là également, il y a des chaînes de financement qui se font dès le départ. Quand vous avez un prêt d'honneur, vous pouvez avoir également un complément chez BPI. Quand vous avez des financements régionaux, vous avez parfois des compléments bancaires. Donc, on va dire tous ces financements-là sont souvent liés et permettent vraiment d'avoir une enveloppe globale de ressources financières afin de bien couvrir les besoins que la startup a identifiés et chiffrés. Le niveau de fonds propres, très important pour moi, en tout cas, de m'arrêter vraiment sur ce point-là. C'est au moment où on parle. Au moment où on parle, quel est votre niveau de fonds propres versus votre endettement actuel. On se place également dans la perspective, bien sûr. Dans les prévisions financières, mais si vous avez par exemple 500 000 ou 1 million d'euros de fonds propres et que vous sollicitez 2 ou 3 fois ces niveaux-là en dette bancaire, ça va être un sujet. Il faut garder un repère qui est de dire qu'on est maximum 1 pour 1 entre les fonds propres et la dette bancaire, ce qui ne veut pas dire que c'est automatiquement 1 pour 1, mais c'est vraiment un maximum. Pourquoi ? C'est que s'il y a du chiffre d'affaires qui commence à pointer son nez ou déjà établi, la rentabilité n'est pas forcément toujours immédiate ou suffisante pour rembourser la partie dette. Et c'est à ce titre que les fonds propres, qui sont évidemment générateurs d'une trésorerie solide et d'un plan de trésorerie qui nous permettent d'être rassurés sur l'octroi de financement, vont être pris en considération. Donc, fonds propres versus dette, point très important au moment où on parle du dossier et dans la perspective. Vous pouvez avoir une levée de fonds qui est en cours de closing, de finalisation, et évidemment, on va l'intégrer pour l'étude du dossier. En revanche, le sujet des bridges est souvent problématique pour nous. Je le dis, c'est que tant que vraiment l'ensemble de la levée de fonds n'est pas de manière établie, pardon. Le plan de trésorerie sera analysé aussi précisément que possible avec vous et avec votre aide, parce qu'il faut que vous nous l'expliquiez, que vous nous présentiez différentes hypothèses, ou en tout cas que vous nous décriviez ce qui a fait que vous aboutissez au plan de trésorerie qui nous est présenté. Voilà, si je devais faire un résumé de ce que je viens de vous dire, la banque sur la partie financière, les banques interviennent généralement concomitamment à une levée de fonds. C'est du complément financier, c'est un effet de levée du haut de bilan en phase de lancement commercial, de commercialisation, après l'époque, après les prototypages, après les expérimentations pilotes. Je le redis, mais c'est très très important pour nous vraiment de bien être clair sur ce que l'on fait pour pas faire de fausses promesses, tout simplement. Mais le banquier ne fait pas que du financement. Et quand on parle d'accompagnement au global, je voulais terminer mon intervention notamment en montrant un ensemble de domaines de compétences qui doivent vous intéresser et qui n'est pas justement que du financement. Pour démarrer, vraiment le démarrage, une entreprise a besoin de banquiers. Alors, vous pouvez être sur des banques en ligne, certes, mais très souvent, on va nous présenter des dossiers, et je suis désolé des termes que je vais employer, mais je les entends très régulièrement, en disant, voilà, on veut vous présenter, ils ont besoin maintenant d'un vrai banquier. Alors, je dis pas que les banques en ligne ne sont pas des vrais banquiers, je suis respectueux du métier de chacun et des offres et parfois des technos qui sont développés. Mais c'est vrai que si vous êtes entré en relation, si vous avez ouvert un compte dans une banque dite traditionnelle, mais qui a des chargés d'affaires dédiés, c'est-à-dire dédiés innovation, le temps du financement, il sera beaucoup plus aisé
facilitée si vous êtes encore une fois suivi par la banque dès le démarrage. Et cette banque, elle va travailler, c'est chargé d'affaires, notre filière innovation, que j'ai le plaisir d'animer sur le CIC Sud-Est, Lyonnaise de Banque. Elle va permettre des mises en relation avec les pôles de compétitivité, avec nos partenaires, avec des experts comme Layton également. On va travailler également en open innovation, c'est-à-dire que les solutions et services que vous proposez, pour certains, peuvent intéresser notre groupe et les clients de notre groupe. Et c'est à ce titre-là que la filière également a un axe de travail important. Et puis, on soutient l'innovation également au travers des partenariats que l'on a pu nouer et qui sont solides pour certains, comme avec Minalogic, au sein de l'écosystème d'innovation. Le financement, je ne reviens pas dessus. On a des lieux dédiés à l'innovation, notamment à Lyon et à Marseille. Ce matin encore, on accueillait la French Tech Saint-Étienne-Lyon à l'occasion d'un petit déjeuner relationnel, on va dire. Sur Marseille, on a un CIC Place de l'Innovation qui accueille des startups qui sont suivies également par une structure d'accompagnement, d'accélération qui est Marseille Innovation. On aura bientôt un troisième pôle d'innovation en tant que tel qui va ouvrir à Grenoble, et on sera ravis de tous vous y accueillir, notamment pour l'inauguration qui se fera dans les mois qui viennent. Sur les sujets d'accélération, on a un concours chaque année qui a 8 ans maintenant sur le CIC Sud-Est, qui est CIC Start Innovation Business Awards, qui n'est pas qu'un concours. On a un programme d'accompagnement sur 2 jours, avec des ateliers experts, avec des mises en relation également, avec des ETI et grands comptes de la banque. Il faut savoir que le CIC a le plaisir d'être banquier d'une PME sur 3, et lorsqu'on passe en catégorie ETI et grand compte, on est encore au-delà. Et ces clients-là, PME dits traditionnels, moi je pense que toute entreprise se transforme et innove, c'est pour ça que je n'aime pas forcément le terme de PME traditionnel ou ETI et grand compte, ils ont aussi intérêt et aiment bien venir à la rencontre des clients de la banque. Voilà. Donc ça fait partie aussi du sujet des mises en relation par le biais de notre concours qui chaque année remporte pas mal de succès, et puis on a de bons retours, notamment sur les mises en relation qui ont été faites à ce moment-là. Sur l'international, énormément de sujets. Je ne vais peut-être pas tous les détailler, mais on a une filiale qui s'appelle Aide Export, qui porte très bien son nom, donc l'aide au développement à l'international, le sourcing de fournisseurs également que l'on sait travailler, l'aide à l'implantation, la croissance externe, le club CIC international qui va fêter ses 40 ans bientôt, et qui sont vraiment des moyens pour vous, start-up, et par notre intermédiaire, de vous développer de différentes manières internationales. Là, on n'est plus sur des sujets d'implantation, de sourcing et de mise en relation, mais on sait également travailler des flux bancaires à l'international, notamment par exemple, pour des sujets de couverture de taux de change qui peuvent être très, très importants si vous ne les avez pas travaillés en termes d'impact sur vos marges notamment. Sur les sujets RH qui sont ô combien importants, la banque sait travailler pour fidéliser quelque part vos salariés avec vous, à vos côtés, en proposant de l'actionnariat salarié, de l'épargne salariale, participation, intéressement, adapté au monde des startups. Par la suite du haut de bilan, des introductions en bourse, des IPO avec nos structures dédiées, cession, acquisition, M&A. Donc là également, on a des experts depuis des années, puisque le CIC a 160 ans d'existence. Notre filière d'innovation est toute jeune au regard de ses 160 ans, elle a 8 ans, mais on est ravis en tout cas de continuer à avancer aux côtés de Minalogic, aux côtés des experts, aux côtés de Layton, et de répondre à vos questions, puisque je suis en train de terminer mon intervention, et peut-être à très bientôt dans le monde réel aussi. Merci Yann pour cette présentation très, très intéressante. Une présentation qui nous a permis de voir que finalement le monde de la banque s'était emparé de l'innovation pour déployer une palette de services vraiment complète. Moi, j'ai retenu aussi quelque chose de très intéressant. Vous avez parlé de notions collaboratives avec un pool d'innovation des banquiers qui travaillent ensemble. Et quelque chose de très intéressant concernant les dossiers qui vous arrivent, dossiers accompagnés, voire labellisés par un pôle de compétitivité. Et là, je laisse la parole à Carole qui va vous expliquer
comment justement les pôles de compétitivité vous accompagnent dans vos démarches en faveur de l'innovation. Carole, c'est à toi. Eh bien, rebonjour à tous. Donc, moi, effectivement, je suis au sein du pôle Minalogique et je suis en charge d'accompagner les entreprises sur leur financement privé. Et donc, c'est pour ça que je co-anime cette session. Alors, normalement, avec le pôle Accéléra, j'ai mis ici un contact parce que néanmoins, si vous souhaitez contacter le pôle Accéléra, vous avez ici la personne à contacter. Euh, alors, en fait, suite à tout ce qui vient de vous être présenté, et alors, d'un côté par Layton et d'autre côté par la banque, en fait, la question qui se pose, c'est comment tout ça s'articule, en fait, et comment ça s'articule avec l'accompagnement des pôles. Qui fait quoi et comment ça se recoupe. Alors, par exemple, sur ce qui a été présenté par Layton, où on a parlé d'un accompagnement sur le financement public, ben, c'est effectivement un des métiers cœurs des pôles que d'accompagner au financement public. Et donc, qu'est-ce que recouvre l'activité du pôle par rapport à ce que fait Layton? Donc, je vais y venir. Donc déjà, en fait, juste une rapide présentation de nos deux pôles. En fait, on fait les mêmes métiers, simplement sur des domaines différents. Donc, le pôle Minalogique, on intervient sur les technologies du numérique au sens large. Donc, on a un cœur de technologies que sont l'optique photonique, le logiciel micro-nano-électronique. Ces cœurs techno adressent en fait des thématiques transverses que vous avez ici et pour différents marchés. Certains qu'on a en propre, puisqu'on a une communauté dans la défense, le New Space et les industries culturelles et créatives. Et puis sur les autres marchés, en fait, nos technologies peuvent adresser ces marchés et on travaille main dans la main avec des pôles qui, eux, sont spécialisés sur ces filières-là. Et en particulier, alors on travaille avec tous ces pôles-là, mais en particulier sur la chimie et l'environnement, eh bien, on travaille avec le pôle Accéléra. Et donc le pôle Accéléra est donc sur la chimie et l'environnement et je préférerais pour les prochaines sessions qui vous en parlent directement. Mais ce qu'on veut dire, c'est que tous nos adhérents ont les mêmes problématiques de financement public et privé et le métier des pôles, alors ce que je présente sur Minalogique, c'est vrai aussi pour le pôle Accéléra, c'est que nos métiers, c'est de soutenir l'innovation et la croissance, des entreprises innovantes. Alors on le fait de différentes façons. Ben, déjà en accompagnant au montage de projets et à l'obtention de financement public. Et puis, en accompagnant la croissance des entreprises, donc il y a du coup le sujet du financement privé également, et en animant des communautés et en promouvant toutes nos technologies et pour aussi donner de la visibilité à nos entreprises. Donc, je vais un peu rapidement sur cette partie-là. Ce qui intéresse en particulier, c'est l'accompagnement sur alors je vais y arriver, c'est ici, sur le montage de projet, pour bien comprendre comment ça s'articule avec ce qui vous avait été présenté avant. En fait, sur la partie montage de projet, on a une équipe dédiée à l'innovation qui est composée de directeurs techniques qui sont chacun spécialisés sur un domaine particulier, donc nous dans le numérique, sur une des technologies en particulier, et qui va donc connaître l'état de l'art, bien comprendre la technologie, connaître les acteurs qui interviennent sur ce marché-là et donc qui vont être capables de qualifier le projet et de le mettre en relation avec les bons acteurs. Donc, en ce qui concerne le montage de projet, ça veut dire que cette personne, elle est en capacité d'identifier les appels à projets publics qui sont intéressants. Et quand il s'agit d'appels à projets collaboratifs, d'identifier les partenaires qui sont pertinents pour monter le projet. Alors, Minalogique, et ce sera le cas pour Accéléra également, ne va pas rédiger le dossier. Ce que, par contre, fait le cabinet Layton. On ne va pas le rédiger. Par contre, on va l'auditionner, on va préparer en fait les entreprises, on va donc évaluer les partenaires et puis on va labelliser. Et ce label, il a une valeur auprès des financeurs publics qui donc facilite le financement par ce financeur public, qu'il soit régional, national ou européen. Donc voilà un petit peu la complémentarité. Elle va être largement dans la recherche de partenaires parce que on est très ancré dans notre écosystème et on connaît bien les acteurs. Et puis cette labellisation, cette préparation pour l'audition qui va permettre d'obtenir plus facilement le financement. Et donc j'en arrive maintenant à ce qui est
ma spécialité au sein de Minalogic, c'est le financement privé. Parce qu'en fait, tout ce qui vous a été dit avant vous montre que bon, l'innovation, ça se finance en grande partie, surtout dans les premières étapes, par du financement public, simplement parce que ça n'est pas tellement finançable autrement. C'est une prise de risque qui est trop conséquente. Donc, il y a des dispositifs publics, mais par nature, ces dispositifs publics, ils ne sont pas suffisants pour financer l'intégralité du projet et encore moins sur la durée. Et donc, à un moment donné, la levée de fonds privés, qui va inclure du financement, enfin des fonds propres et de la dette, est comment dire, impérative. Donc, la levée de fonds, c'est un passage obligé, puis c'est un passage qui est particulièrement délicat, qui requiert une solide préparation. Comme ça a été dit avant, le banquier va regarder l'ensemble du projet et l'équipe, etc. Et puis sa roadmap et comment elle compte accéder au marché. Donc, ça requiert en fait un très large spectre de compétences et d'expertise que les entreprises au premier stade de leur développement n'ont pas en interne. C'est juste logique. Donc, en fait, il est absolument nécessaire de s'entourer. Et pour réaliser la levée de fonds, il faut toutes ces expertises, les entreprises ne les ont pas. Il faut aussi qu'elles comprennent les attentes des investisseurs et c'est un autre monde, donc c'est généralement pas le cas. Donc, il va falloir les aider à identifier et à rassembler les bonnes ressources. Donc, pourquoi on a pensé qu'un pôle était bien placé pour ça? Parce qu'en fait, un pôle, c'est un tiers de confiance. Il est étroitement connecté à l'écosystème et il connaît parfaitement alors l'innovation technologique, le numérique, quand c'est Minalogic, mais c'est vrai pour chacun des pôles. Donc, en particulier, donc nous, on connaît bien et on peut aider les investisseurs et les banquiers à apprécier cette partie-là qui est, même si ce sont des spécialistes, c'est quand même pas des spécialistes de toutes les technologies. Et donc, on a cette historique, cette expertise dans l'innovation technologique et dans le financement public. Donc, c'est un prolongement naturel. Et puis, par ailleurs, chez Minalogic, on a intégré cette expertise en ingénierie et stratégie financière. Voilà, moi, je viens du monde de la banque et de la finance. Donc, en fait, je peux faire cette interface avec les investisseurs et les banquiers pour bien comprendre et boucler la boucle. Alors, donc, on pense qu'on est bien positionné pour ça. Je vais aller un peu rapidement pour ne pas dépasser le timing. Donc, en fait, pour compléter donc l'expertise, innovation, montage de projets et financement public, on a aussi une équipe qui est dédiée au financement privé. Donc, on est une équipe de 2, donc c'est pas beaucoup, mais avec très complémentaire avec la dimension publique et privée pour pouvoir finalement réfléchir à la stratégie de financement au global. Et notre accompagnement, en fait, donc c'est un accompagnement global qui va faire le lien avec tout ce qui est déjà fait par nos équipes innovation. Donc, vous avez ici l'expertise projet qui est faite par l'équipe innovation, puis l'expertise stratégie et financement par notre équipe à Rémi et à moi. Et l'idée, en fait, de notre accompagnement, c'est de permettre aux entreprises d'identifier à chacun des stades, c'est-à-dire pour chaque projet, on est à un stade de développement, on est au moment du POC, etc. Et là, il y a besoin d'un financement et ça ne va pas être que du financement public, puisque le financement public requiert un certain montant de fonds propres. Donc, il va falloir, pour chaque projet, pour chaque stade de développement, identifier le bon mix de financement. Donc, nous, on est là pour aider l'entreprise à réfléchir à ce mix à l'instant T et sur la durée, puisque, en fait, donc ça veut dire qu'ici, il y a un investisseur qui rentre. Cet investisseur, à un moment donné, va devoir sortir et pour pouvoir rentrer, il réfléchit à comment il va sortir. Donc, il faut en fait qu'il y ait une roadmap de financement sur l'ensemble du projet. Donc, notre accompagnement, je fais attention à l'horaire. Notre accompagnement, il a 4 dimensions. Il y a d'abord apporter un socle de connaissances pour que l'entreprise puisse s'approprier en fait sa levée de fonds et avoir les outils nécessaires. Il y a une dimension conseil, donc conseil individuel. On va regarder les projets, on va revoir avec l'entreprise son business plan, son book investisseur, etc. Et puis faire une revue 360 de son projet. Je vais expliquer juste après comment on fait ça.
Et puis, on va aussi labelliser l'entreprise. Donc là, c'est plus le projet, c'est l'entreprise pour qualifier que l'entreprise, aussi bien au niveau de sa technologie, de l'équipe, de son marché, de son go-to-market, voilà, toute sa stratégie, eh bien, elle a un peu toutes les briques pour pouvoir réussir son projet et donc sa levée de fonds. Et enfin, comme on est en relation avec un grand nombre d'investisseurs, on peut aussi faire des mises en relation. Comment on fait ça? Alors, la partie outils, on va commencer. Un des aspects de ça, c'est déjà les séminaires et les webinaires qu'on a, tels que celui d'aujourd'hui. Donc, il y a aussi des séminaires qui sont en présentiel. Donc, on co-organise ça avec le pôle Accéléra. Et à chaque fois, en fait, on prend un thème, une problématique de financement et on la couvre on fait un panorama, en fait, de tous les aspects de ce sujet. Donc, par exemple, la dernière fois, c'était sur l'international. Donc, on fait intervenir des experts de l'international qui vont expliquer tous les dispositifs qui existent pour pouvoir financer et accompagner cette problématique-là. Donc, ce n'est pas le cas aujourd'hui parce que ce n'était pas l'objet, mais on fait intervenir aussi des investisseurs. Et j'ai mis ici, vous allez recevoir la présentation, le calendrier justement des prochaines sessions. La prochaine sera en présentiel. Et je vous invite aussi à noter bien une autre qui sera en présentiel, qui est au mois d'octobre, où là, c'est carrément un tour d'horizon des investisseurs en capital, donc des différentes typologies d'investisseurs, pour dire à quel stade chacun finance. Toujours sur les outils et sur les ressources, on a mis en place une plateforme qui s'appelle WAM chez Minalogic, sur laquelle il va y avoir très prochainement un groupe dédié au financement privé, sur lequel on va mettre toutes les ressources qu'on a déjà et qu'on va publier par ce biais. Donc, qui sont des documents qui permettent de comprendre un petit peu la mécanique de la levée de fonds. Mais il y a aussi la carte, les contacts et nos experts et des informations que poussent nos partenaires banquiers et investisseurs auprès de nos adhérents et puis nos événements. Nos parcours d'accompagnement, donc voilà, j'ai parlé de ça, on est sur la dimension conseil. Donc sur la dimension conseil, on a du conseil individuel, des entretiens que l'on fait avec les entreprises pour étudier leurs projets, puis revoir avec eux leur business plan. Et puis, on a un programme un petit peu plus ciblé, donc sur un nombre plus limité d'entreprises, où là, on va dérouler un programme vraiment complet, à la fois d'un peu de formation et de conseils plus poussés avec un pool d'experts que l'on a rassemblé, qui ce sont des experts qui sont très complémentaires et qui vont aider l'entreprise à affiner sa stratégie. À la fin de ça, la suite de ça, ça va être de poursuivre l'accompagnement par un mentor pour ensuite obtenir une labellisation qui soit reconnue par les investisseurs. Alors, n'hésitez pas à poser vos questions ensuite dans le chat. En effet, donc ces rendez-vous experts 360, donc c'est le pool d'experts dont j'ai parlé. C'est une quinzaine d'experts qui, à un moment donné, se mettent autour de la table et autour du projet et qui ont des expertises très complémentaires. Hein. Ça va de l'international au financier, au marketing, à différents aspects, et qui vont regarder, donc la boîte va pitcher, et ce pool d'experts va brainstormer ensuite pour identifier les points d'amélioration et ce qui pourrait freiner un investisseur. Et ensuite, l'idée, c'est qu'on synthétise ces recommandations, donc on identifie des gaps, et ensuite, il y a un ou deux mentors qui va accompagner l'entreprise pour combler ces gaps et permettre à l'entreprise d'affiner sa stratégie et de pouvoir ensuite postuler pour le label entreprise Minalogic, qui qualifie en fait la pertinence 360 du projet d'entreprise et qui va ensuite peut-être permettre à des investisseurs d'être un peu rassurés sur la capacité de l'entreprise à mener à bien son projet. Et
Alors, petit complément, en fait, sur le label Minalogic qui donc est co-construit avec des investisseurs. Je ne l'ai pas indiqué. Si, il est co-construit avec des investisseurs, c'est-à-dire qu'on a quelques investisseurs partenaires qui acceptent de regarder les entreprises et indépendamment en fait de la thèse d'investissement. C'est-à-dire, elles regardent toutes les entreprises parce que les critères d'un investisseur sont, à un stade donné, sont les mêmes. Simplement, ce qui fait qu'ensuite un investisseur n'y va pas, c'est aussi parce que ça peut ne pas correspondre à sa propre thèse d'investissement, mais il est capable de dire si l'entreprise est viable financièrement et attractive ou pas pour un investisseur. Ça, c'est sur la partie label entreprise. Après, on a développé chez Minalogic des labels supplémentaires, un label cybersécurité et un label éco-responsabilité qui viennent récompenser en fait les efforts de cybersécurité et d'éco-responsabilité des entreprises. Donc ça, c'est un parcours qu'on s'apprête à lancer, à vrai dire, mais qu'on a déjà lancé en phase pilote au cours de l'année 2023. Et donc, on a déjà réalisé un grand nombre de rendez-vous avec les entreprises et quelques rendez-vous déjà Expert 360 et nouer des relations avec un grand nombre d'investisseurs. Ce que j'ai dit, c'est pour Minalogic. Ce que je peux vous dire, mais on aura l'occasion lors des prochains séminaires d'en dire davantage sur ce que fait le pôle Accéléra, je leur laisserai la parole, c'est que sur la partie accompagnement au financement de projet, grosso modo, tous les pôles ont cet accompagnement et donc c'est évidemment le cas du pôle Accéléra. Et le pôle Accéléra a aussi un programme d'accompagnement sur financement privé qui s'appelle l'Accéléra Invest Club, mais là, je ne suis pas en mesure de vous en dire davantage. Je suis ravie de vous accueillir, Benoît. Donc, Benoît, je vais vous laisser bien sûr vous présenter. Dire que la chance que l'on a avec la société Iten, c'est que c'est d'abord une très belle entreprise qui est à la fois adhérente au pôle Minalogic et au pôle Accéléra et qui a bien eu l'occasion d'apprécier aussi l'expertise et l'accompagnement des partenaires qui sont intervenus précédemment. Donc, Benoît, je vous laisse la parole. Oui, merci Carole. Bien, écoutez, bonjour à tous. Merci à mes prédécesseurs, là, les intervenants du CIC et de l'Eton, des détails qu'ils ont apportés. Alors, donc moi, je vais vous faire un petit retour d'expérience sur le financement, en incluant toutes les phases de financement de la start-up à groupe industriel. Alors, je vais passer de façon assez rapide sur les premiers sujets de financement, les séries A, série B. Je vais vous présenter évidemment un tout petit peu Iten préalablement. Donc Iten, c'est une société qui a un peu plus de 10 ans qui a un petit peu plus de 10 ans d'existence. C'est une société qui est à l'origine d'une rupture technologique. Donc en fait, le président fondateur a mis en place une technologie à base de nanoparticules qui permet de concevoir des micro-batteries. Et donc ces micro-batteries qui font de l'ordre de 2 mm par 2 mm peuvent avoir l'équivalent de puissance de 100 à 1000 piles-boutons. Donc on est face à une vraie rupture technologique qui va dans le sens de ce que tout le monde recherche aujourd'hui, donc le stockage d'énergie, la miniaturisation, de travailler dans un environnement où on va participer à l'effort environnemental, et puis effectivement en réduisant la taille de 100 à 1000 fois, il y a forcément moins de matériaux, il y a plus d'utilisation, il y a plus de durée de vie puisque c'est rechargeable. Donc effectivement, on est dans une tendance qui avait été anticipée par le président fondateur et qui est tout à fait en phase avec les attentes des industriels et puis l'ensemble de la société aujourd'hui. Alors, sur cette micro-batterie, donc, Iten a eu 10 ans de recherche et développement, donc qui ont été financés de façon assez usuelle, d'abord par une série A, donc du capital risque, ensuite par une série B, avec des intervenants qui commençaient à avoir une connotation industrielle, et tous les outils de financement, donc du CIR, de préfinancement du CIR, évidemment, la mobilisation des créances fiscales avait été mis en œuvre. Alors, pour ce faire, on est passé par un
par un tiers de confiance qui fait partie de cet écosystème, donc l'Eton en l'occurrence. Mais après, donc effectivement, même s'il y a d'autres intervenants, ce qui est important, c'est d'être dans un environnement avec des partenaires qui ont l'expérience des sujets, qui ont la capacité à traiter les innovations et derrière nous apportent des réflexions qui nous permettent de poursuivre et d'alimenter la nôtre. Donc en fait, ce qui est important, c'est d'avoir cet écosystème qui permette de stimuler la réflexion et qui permettent d'avoir des dossiers qui soient parfaitement bien bouclés. Voilà. Alors, les travaux conduits en partenariat avec les conseils, par exemple, en préfinancement du CIR, vont pouvoir nous faciliter la mobilisation de ces créances fiscales, alors souvent auprès d'organismes bancaires. Voilà. Donc là, en fait, je viens juste de reposer un petit peu le sujet que vous connaissez tous, qui est l'utilisation des fonds propres pour soutenir le développement de la société, et après, donc l'accès au cash pour, dans une start-up, on est en consommation de cash à temps court, donc effectivement, on n'attend pas un an et demi pour se faire rembourser une créance fiscale. Et on va faire le choix de la mobiliser. Voilà. Alors, ensuite, une fois que je suis passé rapidement sur ces sujets, on vient à des sujets qui peuvent être un peu plus élaborés et qui vont être soit des projets de société, soit des projets collaboratifs qui vont être pilotés par la société ou ou auxquels la société va participer. Alors, ces projets, on a, et c'est dans ce cadre-là qu'on échange évidemment avec Accélera et Minalogic, ça va être la labellisation des projets par les pôles. Donc ces pôles, effectivement, ils nous apportent comme le disait Carole tout à l'heure, ils ne participent pas à la rédaction du projet en tant que tel, mais ils nous aident à le mettre en forme de façon à ce qu'il soit présentable par rapport à tout l'environnement. L'environnement, on est très connecté, alors l'environnement scientifique, l'environnement économique, donc on est évidemment très connecté par notre direction technique, par la direction financière, par la direction générale à l'ensemble des écosystèmes, mais à un moment, il faut réussir à faire une synthèse de cet environnement et voir par rapport au financement public ce que nous pouvons présenter, qui présente un réel avantage pour les collectivités. Et c'est à ce moment-là, effectivement, que Minalogic et Accélera ont un rôle très, très, très fort à nos côtés pour nous accompagner dans la labellisation de ces projets. Derrière, ça débouche sur de la labellisation de projets qui vont être financés, alors idéalement que en subvention, ça c'est le cas d'une start-up, mais après pour mettre les pieds dans la vraie vie avec des dettes amortissables, souvent on aura une quote-part en avance remboursable. Voilà. Alors juste si on revient sur le slide d'avant, s'il vous plaît. Donc ces financements non dilutifs, donc je vous ai parlé des séries A, série B, je vous ai parlé des financements non dilutifs, donc l'importance des partenaires de confiance pour faire le relais avec ceux qui vont financer eux-mêmes, et puis après la labellisation par les pôles pour faire les connexions et faciliter la présentation aux organismes publics. Voilà. Donc, si on passe sur le slide suivant, effectivement, on arrive à une étape de transition où la société n'est plus une start-up à ses débuts qui se finance uniquement par subvention, mais il y a déjà des premiers contrats clients qui peuvent arriver. On a une stratégie industrielle qui se met en place, on a toutes les composantes qui font que la société est de plus en plus structurée, et donc on arrive à l'étape on est arrivé donc chez Iten en 2021 à l'étape de levée de fonds d'une série C. Alors, pour cette série C, si on la met dans une image globale, c'est effectivement, donc, ça répond à un besoin de financement d'un projet qui va se dérouler sur 2, 3, 4 ans, mais également à l'accompagnement de la transformation d'une société de start-up innovante en groupe industriel. Alors, quand on part sur ce chemin effectivement de transformation de start-up innovante à groupe industriel, il va falloir définir un planning. Les levées de fonds
on se l'est tous dit à un moment, oui, c'est rapide, ça va se faire en 2-3 mois. La réalité, c'est que ça peut être 6 à 9. Et quand on part sur une série C d'un montant significatif, donc le nôtre a été communiqué, le montant est public, on parlait de 80 millions, il faut effectivement qu'il y ait une méthode, une équipe qui soit posée. Et derrière cette méthode, cette équipe, il y a un planning. Et ce planning nous permet d'identifier la durée de la levée de fonds dans le meilleur scénario et dans le scénario le moins favorable. Et donc, une des premières étapes est de se poser la question de comment je vais financer cette période de levée de fonds. Donc, il faut financer l'activité courante et puis il faut financer la levée de fonds en elle-même. Il y a des conseils, il y a des intermédiaires, des avocats et autres. Donc, effectivement, il faut financer cette période de levée de fonds. Donc là, le choix qui a été fait chez Iten, c'était effectivement de mobiliser l'ensemble des intervenants, les banques, les conseils, les actionnaires, les collectivités, les financements publics, en fait, pour que chacun fasse sa part du chemin pour permettre à la société, et la société évidemment fait son bout de chemin, pour que la société arrive au terme de son projet. Donc en fait, on a eu, j'allais dire, un scénario en cascade où un premier contributeur a apporté un financement, qui a conforté les autres, qui en apporte un deuxième, qui en a conforté un autre, ou un groupe d'autres qui ont participé, et derrière, celui qui avait mis le premier a rallongé son financement. Voilà. Donc en fait, c'est cette mécanique d'écosystème de confiance. Donc, comme j'indiquais tout à l'heure, les partenaires financiers, les conseils sur les différents sujets, dont la mobilisation des créances, les actionnaires évidemment, et puis après toutes les parties prenantes du projet de levée de fonds. Donc, une fois que tout le monde joue, j'allais dire, sa partition, dans le cadre du planning établi, on arrive effectivement à financer une levée de fonds, enfin une période de levée de fonds pour aboutir à un succès, donc qui est la collecte de 80 millions d'euros de fonds propres. Voilà. Donc, en parallèle du financement de la période de levée de fonds, il fallait évidemment poursuivre les opérations courantes, donc le développement de l'activité commerciale, le développement des capacités industrielles, poursuivre l'effort de R&D qui est lui-même à l'origine de la rupture technologique d'Iten, et donc en poursuivant, pour financer ces activités courantes, on restait à ce stade sur des financements non dilutifs. Donc là, je reviens sur le sujet préalable, exposé en préambule, c'est effectivement la mobilisation des créances fiscales. On a essayé de mobiliser des créances commerciales. On s'est donné, globalement, on a ouvert à peu près la porte à tout ce qui était possible pour financer l'activité courante. Là, on arrive sur un point qui est majeur à mon sens, et qui derrière se répercute sur l'ensemble de l'écosystème financier, c'est de respecter l'allocation des financements. Quand on lève des fonds, quand on mobilise un financement, c'est pas un montant qui est sur un compte bancaire dans lequel on va se servir pour tous les sujets. La mobilisation d'un financement correspond au financement d'un projet. Donc la mobilisation d'une créance fiscale, le CIR par exemple, contribue au financement de la R&D. La mobilisation de fonds propres contribue au financement de la stratégie et au renfort de la capacité financière de la société pour lever des dettes. Les dettes, elles, vont financer le déploiement d'actifs industriels. Donc, nous, chez Iten, le choix qui a été fait, c'est effectivement de suivre de respecter cette allocation des financements qui permet de différencier les différents financements, de les allouer au bon sujet pour nous assurer qu'on est effectivement financé correctement sur les différents sujets. Le risque, pour l'avoir vu dans certaines sociétés, c'est d'avoir un pot commun dans lequel on vient se servir, et au bout de 18, 24, 36 mois, on se dit « oups, il en manque un bout », et on ne sait pas forcément duquel on parle. Voilà. Donc là, nous, ce qui a été mis en œuvre dès le début du projet, c'était effectivement un respect de cette allocation des financements qui permet de contribuer au développement du projet sous tous ses aspects, le financement de la stratégie, le financement du
développement du réseau industriel, des capacités industrielles, le financement du développement du réseau commercial et, comme je l'indiquais, la poursuite des efforts de R&D. Voilà, en éventuellement se diversifiant. Et dans ce cas-là, on revient au sujet, et la boucle est bouclée, de la labellisation des projets avec le support de Minalogic et d'Accélera. Voilà. Donc, j'ai fait un tour assez rapide, ce petit retour d'expérience. Donc, je suis, comme les intervenants précédents, à votre disposition pour vous répondre, si j'ai bien compris, par l'intermédiaire du chat qui est ouvert sur cette session. Ouais. Merci Benoît pour ce témoignage et ce retour d'expérience très intéressant et qui boucle la boucle, hein, parce que quel meilleur ambassadeur qu'une entreprise qui a bénéficié de l'accompagnement des leviers fiscaux, des leviers bancaires pour attester la pertinence de ces accompagnements. Alors, nous arrivons au terme du temps imparti. Nous n'avons pas de questions. Voilà, donc nous vous remercions, Carole et moi-même, d'avoir assisté à ce webinaire. Nous espérons qu'il vous a permis d'avoir les clés de lecture sur les différents leviers de financement qui s'offrent à vous pour financer votre innovation. Donc des leviers de financement public, des leviers de financement privé, des dispositifs fiscaux en faveur de l'innovation, la palette des dispositifs qui sont déployés par les banques et bien évidemment l'accompagnement des pôles de compétitivité et en l'occurrence aujourd'hui Minalogic et Accélera sur l'ensemble de la chaîne de valeur qui constitue ces dispositifs. Voilà, Carole, je te laisse le mot de la fin. Non, mais je crois que tu as tout dit, Nathalie. Comme on a déjà un petit peu débordé, je ne vais pas m'étendre. Je vais vous remercier d'avoir assisté. On espère avoir été clair et on est à votre disposition pour tout complément.